Les motards remarquèrent la serveuse noire se figer lorsque les motos sombres se garèrent sur le parking. Ils virent tout le boitillement qu'elle tentait de cacher, les ecchymoses sous sa manche. Ce qu'ils firent ensuite n'impliqua ni poing ni menace, mais lui rendit quelque chose qu'elle pensait avoir perdu à jamais. La clochette au-dessus de la porte du diner tinta comme un avertissement. 12 motards, vêtus de cuir entrèrent, le bruit lourd de leurs bottes résonnant sur le sol en damier. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les stores, traçant des zébrures sur leurs visages. Au comptoir, un homme âgé leva les yeux de sa tarte, la fourchette suspendue à mi-chemin de sa bouche. Un jeune couple dans la banquette du coin serra son enfant contre lui. Luc retira ses lunettes de soleil le premier. Son équipe suivit. « Les faucons d'acier ne sont pas là pour effrayer qui que ce soit, messieurs, » dit Luc, sa voix possédant ce calme particulier qui détendait les gens. « On prendra les banquettes de Fanécran du fond. Du café pour tout le monde. » Le restaurant s'appelait le Relais de Betty, un de ces endroits oubliés au bord de la route que le temps avait poli plutôt que ruiné. Banquettes en vinyle rouge, rapiécées au ruban adhésif, un jukebox qui ne jouait que des chansons de 1995. Une odeur de café brûlé et de sirop d'érable assez épaisse pour être goûtée. Derrière le comptoir, une femme noire d'une vingtaine d'années leva les yeux. Son badge indiquait « Élodie » en lettres délavées. « J'arrive tout de suite », dit-elle, son sourire sincère mais fatigué d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'heure. Luc la regarda se diriger vers la cafetière. C'est là qu'il le vit. Le léger boitillement de sa jambe gauche, pas vraiment une claudication, plutôt comme si elle protégeait quelque chose favorisant un côté. Elle se déplaçait comme quelqu'un qui avait appris à si bien masquer la douleur que c'était devenu une partie de son rythme. Son équipe s'installa, encore excitée par la balade caritative. Il venait de livrer pour 3 000 $ de fournitures scolaires claires à la réserve du Nord, une bonne journée, la conscience tranquille. Le genre de fatigue qui se mérite. « Et Luc, tu te souviens quand le gamin a demandé si ta bécane était une fusée ?» lança Léo en riant, retirant son bandana. « Sa tête quand tu as fait vrombir le moteur impaillable. » Luc acquiesça, mais son attention s'était égarée. Élodie portait un plateau de tassillis en parfait équilibre, mais cette jambe, elle compensait énormément. Quand elle atteignit leur table, elle posa les tasses avec une efficacité rodée. Luc remarqua cependant le léger tremblement de sa main droite, surcompensant pour le côté gauche. « Le sucre est sur la table, la crème arrive, » dit-elle. « Vous voulez des menus ou juste du café aujourd'hui les garçons ? Juste du café, ça ira ?» dit Luc, puis abuquanté avec précaution, long service. Quelque chose traversa son visage. « Chaque service est long ici, » dit-elle d'un ton léger, « mais c'est un travail honnête. » Elle passa à la banquette suivante. Le boitillement était plus prononcé de dos. La mâchoire de Luc se crispa. Léo remarqua son expression. « Patron ?»« Rien, » dit Luc. Mais ce n'était pas rien. Le truc avec Luc, c'était ça, il avait grandi dans une maison où sa mère cachait ses bleus sous le maquillage et les manches longues. Il avait appris très tôt que le silence pouvait être sa propre forme de violence. À 15 ans, debout au-dessus du corps inconscient de son père après s'être enfin rebellé, il s'était juré de ne plus jamais ignorer les signes. Élodie apporta la crème. En se penchant pour la poser, sa manche remonta légèrement juste assez. Un bracelet violacé et jaunâtre ornait son poignet, le genre de bijou qui ne vient pas d'une boutique. Le sang de Luc se glaça. Elle le vit remarquer. Leurs regards se croisèrent une demi-seconde, les siens s'écarquillant de panique avant qu'elle ne baisse sa manche et ne s'éloigne rapidement, trop rapidement. Elle heurta le coin d'une table avec sa hanche et une tasse de café s'écrasa au sol. Le restaurant devint silencieux, à l'exception du bruit du fracas. « Merde !» murmura Élodie, tombant à genoux. Ses mains tremblaient en ramassant les morceaux. « Je suis tellement désolé, je vais nettoyer ça, je... » « Eh, pas de souci, » dit le vieil homme au comptoir. « Ça arrive à tout le monde, mais Luc vit ce que personne d'autre ne vit. » Les larmes qui montaient à ses yeux n'avaient rien à voir avec une tasse cassée. Et quand elle se releva, elle appuya mal sur sa jambe gauche et grimaça. Une vraie grimace de douleur qu'elle tenta de cacher en toussant. Le cuisinier, un homme costaud aux yeux fatigués, sortit. « Élodie, ça va, Tom. Juste maladroite aujourd'hui. » Sa voix était enjouée, trop enjouée. Luc regarda son équipe. Ils étaient tous devenus silencieux. Des hommes qui avaient vu des choses, des hommes qui reconnaissaient les signes. Léo se pencha. « Patron, c'est... »« Je sais, » dit Luc doucement. Ils finirent leur café dans un quasi-silence. Leurs plaisanteries habituelles semblaient déplacées.
Luc laissa 2 billets de 20 pour une note de 6 $, puis sortit l'une de ses cartes de visite, celles avec juste son prénom et un numéro de téléphone. Pas de logo, rien de menaçant. Il attendit qu'Élodie revienne pour débarrasser leur table. « Madame » dit-il en se levant. Le reste de son équipe se leva aussi, par habitude et par respect. « Prenez bien soin de vous. » Elle le regarda vraiment, et pendant un instant, quelque chose passa entre eux. Une compréhension, une question, peut-être un appel à l'aide. « Vous aussi » dit-elle doucement. Luc plaça la carte sous les billets, face cachée. Puis lui et son équipe sortirent. La clochette tinta de nouveau à leur départ. Dehors, le soleil de fin d'après-midi peignait tout en or. Les motos étaient alignées parfaitement, leur chrome étincelant. Luc remit ses lunettes de soleil mais ne monta pas encore sur sa moto. « On reste » demanda Léo. « Pas encore » dit Luc, « mais on reviendra. » Il regarda à travers la fenêtre. Élodie se tenait à leur table, fixant la carte et l'argent. Elle prit la carte lentement, la lut, puis la pressa contre sa poitrine comme un secret. C'est alors que Luc les vit. 3 motos arrivant à l'autre bout du parking. Des motos plus sombres, aux lignes plus agressives, et peints sur leur réservoir d'un rouge violent, un serpent la gueule ouverte, prêt à frapper. Élodie les vit aussi. À travers la fenêtre, Luc vit son visage se vider de toutes couleurs. Elle recula en trébuchant, la carte tombant de sa main. Elle ne la ramassa pas. Elle se dirigea rapidement vers la cuisine. Son boitillement oublié dans l'urgence de disparaître. Les hommes sur les motos sombres n'étaient pas encore descendus. Ils restaient là, moteurs vrombissants, observant le dîner. Observant. La main de Luc se crispa en un point. « Patron » dit Léo, une pointe d'avertissement dans la voix. « On ne sait pas ce que c'est ?»« On en sait assez » dit Luc. Mais il ne bougea pas vers eux. Pas encore. Au lieu de ça, il démarra sa moto et son équipe suivit. 12 moteurs rugirent à l'unisson. Un son comme le tonnerre, comme une promesse. Alors qu'il s'éloignait, Luc regarda une dernière fois dans son rétroviseur. Les hommes aux motos sombres étaient toujours là, observant toujours, et à travers la fenêtre du dîner, il pouvait juste distinguer la silhouette d'Élodie dans l'embrasure de la cuisine. Elle tremblait. La pluie commença à 21h, le 15 octobre 2024, juste au moment où Luc retournait sa moto vers le relais de Betty. Il avait essayé de rester à l'écart, se disant que ce n'était pas ses affaires, avait parcouru 30 km vers la maison avec son équipe, écoutant Léo parler du match de foot de sa fille, prétendant que tout était normal. Mais cette image, le visage d'Élodie se vidant de sa couleur, ses mains tremblantes, ne le quittait pas. « Tu sais qu'on y retourne », avait finalement dit Léo. Luc avait hoché la tête. Ouais, maintenant, ils étaient dans les 4 à rouler sous la pluie. Luc, Léo et 2 autres, Rico et Grand Michel. Le reste de l'équipe avait des familles qui les attendaient. Mais ces 4-là, ils comprenaient le genre de dette que l'on a envers des étrangers qui ont besoin d'aide. L'enseigne au néon du dîner vacillait dans l'obscurité humide. Le relais de Betty, la moitié des lettres éteintes, le parking était presque vide, à l'exception de 3 motos alignées près de l'entrée comme des sentinelles. Motos sombres, logo de serpent rouge, ils étaient toujours là. « Garez-vous de l'autre côté de la rue » dit Luc doucement dans son micro-casque, feux éteints. Ils se rangèrent dans la station-service fermée en face du dîner, assez loin pour observer mais assez près pour agir vite si nécessaire. À travers les vitres, striées de pluie, ils voyaient clairement l'intérieur du dîner. Élodie essuyait le comptoir, se déplaçant plus lentement maintenant, son boitillement plus prononcé. Elle semblait épuisée, mais toutes les quelques secondes, elle jetait un coup d'œil vers la banquette du coin où étaient assis 3 hommes, leurs vestes en cuir sombre de pluie, leurs écussons visibles même de l'autre côté de la rue. Les vipères noires. « C'est Vincent » dit Rico en montrant l'homme du milieu. « Je reconnaîtrais ce salaud n'importe où. » Luc le regarda vivement. « Tu le connais de réputation. Il dirige une casse clandestine dans la zone industrielle. Un sale type. J'ai entendu dire qu'il a mis 2 gars à l'hôpital l'année dernière pour une dette de 50 $. Rico cracha sous la pluie. Le genre qui aime faire du mal. Comme par hasard, Vincent se leva. Il était grand, large d'épaules, avec une cicatrice allant de son sourcil à sa joue. Il se dirigea vers le comptoir où Élodie se tenait figée. La main de Luc se posa sur la poignée de sa portière. « Doucement » l'avertit Léo. À travers la vitre, ils virent Vincent s'appuyer contre le comptoir, trop près d'Élodie. Elle recula. Il la suivit. Sa bouche bougeait. Il ne pouvait pas entendre les mots, mais le langage corporel était clair, agressif, possessif. Élodie secoua la tête, ses mains agrippant le bord du comptoir.
Vincent tendit la main et attrapa son poignet, celui avec les bleus. Même de l'autre côté de la rue, ils virent son visage se contracter de douleur. La portière de Luc s'ouvrit avant qu'il ne réalise son geste. « Patron !» commença Léo. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Le cuisinier, Tom, sortit de la cuisine avec une batte de baseball, pas menaçant, juste visible. Il se tint à côté d'Élodie, solide et impassible, dit quelque chose de bref et montra la porte. Le rire de Vincent fut visible même sans le son. Il relâcha le poignet d'Élodie, leva les deux mains en signe de fausse reddition. Mais en reculant vers sa banquette, il pointa Élodie du doigt, puis tapa sur sa montre. Un message clair, « Je reviendrai, j'ai le temps ». Luc se força à se rasseoir, à calmer sa respiration. « Elle le connaît », dit doucement Grand Michel. Ce n'était pas de l'intimidation au hasard, c'était personnel. Les vipères jetèrent de l'argent sur la table, probablement pas assez, et sortirent. La pluie s'était calmée en un crachin. Ils enfourchèrent leur moto sans se presser, suprêmement confiants. Avant de démarrer son moteur, Vincent regarda une dernière fois le dîner. Puis il regarda directement de l'autre côté de la rue, vers eux. Le sang de Luc se figea. Ils avaient été repérés. Vincent sourit lentement, fit vrombir son moteur 2 fois, un défi, puis s'éloigna, son équipe le suivant. Leurs feux arrière disparurent dans l'obscurité comme des yeux rouges se fermant. « Il nous a vus » dit Léo. « Ouais. » Luc regarda la route où ils avaient disparu. Il voulait qu'on le voie. À l'intérieur du dîner, Élodie s'était effondrée sur un tabouret, le visage dans les mains. Tom se tenait à côté d'elle, une main sur son épaule. Après un moment, elle leva les yeux, les essuya et se leva, se forçant à continuer à travailler, à bouger. « On doit partir » dit Léo. Si Vincent sait qu'on l'observe, il pourrait revenir plus fort. « Ouais » Luc démarra son moteur. « Mais on ne va pas la laisser seule. C'est quoi le plan ?» Luc pensa à sa mère. À la nuit où son père était finalement allé trop loin, à la façon dont personne n'avait aidé jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard, à la façon dont le silence et les bonnes intentions ne signifiaient rien sans action. Mais il pensa aussi à la stratégie. Au fait que Vincent s'attendait à une bagarre. Les hommes comme lui s'attendaient toujours au point et à la fureur. Il comprenait ce langage. Alors Luc allait en parler un autre. « On découvre tout, dit-il. Qui est Vincent, ce qu'il veut d'Élodie, pourquoi elle a peur. Et ensuite, on ne se contente pas de le chasser, on s'assure qu'il ne puisse plus revenir. » Comment Luc enfila son casque, la pluie ruisselant sur sa visière, en étant plus malin que lui. Ils s'éloignèrent lentement, délibérément, mais arrivé sur la route principale, Luc s'arrêta, sortit son téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis 6 mois. « Inspecteur Morrison, c'est Luc ? Ouais, je sais qu'il est tard. Écoutez, j'ai besoin d'informations sur quelqu'un. Son nom est Vincent. Il traîne avec une bande appelée les Vipères Noires. Derrière eux, les lumières du dîner vacillaient là sous la pluie. Et à l'intérieur, Élodie verrouilla la porte, éteignit le panneau ouvert et enfin, se laissa pleurer. L'atelier des faucons d'acier sentait l'huile de moteur et les possibilités. Luc arriva à 6 heures du matin le 16 octobre 2024, avant que le soleil n'ait dissipé le brouillard nocturne. L'atelier se trouvait dans le quartier respectable de la ville, une entreprise légitime qu'ils avaient bâtie en 8 ans, propre, légale, tout ce que la génération de leur père n'avait pas été. Léo était déjà là, penché sur un ordinateur dans le bureau. « Pas pu dormir non plus » demanda Luc, « pas après la nuit dernière. » Léo tourna l'écran. L'inspecteur Morrison a envoyé ça il y a 1 heure. Le dossier sur Vincent Vince Mallory était épais. Accusation d'agression classée sans suite. Soupçonné d'implication dans des opérations de véhicules volés. Preuves insuffisantes. Connu comme associé du crime organisé, non prouvé. Le schéma était clair, dangereux mais prudent. Assez malin pour rester juste en dehors de la portée de la loi. « Il y a plus » dit Léo. Il cliqua sur un autre document. Morrison a creusé plus loin, a trouvé quelque chose d'intéressant. Une photo apparut, un Vincent plus jeune, peut-être 5 ans auparavant, le bras autour d'une femme noire souriante lors d'un festival en plein air. Le visage de la femme était partiellement masqué par des lunettes de soleil et un chapeau d'été. Mais Luc reconnut la ligne de ses épaules, la forme de son sourire. Élodie. Ils étaient ensemble, dit Luc doucement, pendant 2 ans. Selon la source de Morrison, elle a déposé une ordonnance restrictive il y a 3 ans, mais elle a expiré après 12 mois. Puis elle a complètement disparu des registres publics. La porte du bureau s'ouvrit. Rico entra avec du café et un dossier taché de graisse. « J'ai ce que tu as demandé » dit-il en posant le dossier sur le bureau. « J'ai appelé mon cousin aux archives du comté. J'ai fait quelques recherches créatives. » Il sourit. Élodie Vasseur n'existe pas avant il y a 3 ans. Mais Élodie Dubois, elle, apparaît partout avant ça.
Même date de naissance, même schéma de numéro de sécurité sociale. Luc ouvrit le dossier. Archives du permis de conduire, historique d'emploi, une photo de journal floue d'une collecte de fonds communautaires, tout sous le nom d'Élodie Dubois. Elle a changé de nom, dit Léo, a pris le nom de jeune fille de sa mère. A tout recommencé. Fille intelligente, ajouta Rico, elle a déménagé à 100 km, a pris un boulot dans un dîner paumé où personne ne pose de questions. Elle pensait être en sécurité. La mâchoire de Luc se crispa. Comment Vincent l'a té, il retrouvait, c'est là que ça devient intéressant. Rico sortit une autre feuille. Vous vous souvenez du dîner où Élodie travaillait avant de fuir, un petit endroit appelé Chez Eddy, près de la zone industrielle? Je connais Chez Eddy, dit Léo. C'est juste à côté de l'opération principale de Vincent, un garage appelé Viper Motors. Rico tapota le papier. Élodie travaillait le matin, ce qui signifie qu'elle voyait tout ce qui entrait et sortait, chaque livraison, chaque transaction suspecte. Elle était un témoin de tout ce qu'il trafiquait. Les pièces du puzzle s'assemblèrent dans l'esprit de Luc comme un moteur qui se met en place. Elle n'était pas seulement sa petite amie, dit-il lentement. Elle était un risque. Exactement. La source de Morrison dit que les fédéraux surveillent Viper Motors depuis 18 mois. Ils les soupçonnent de faire passer des pièces automobiles volées par ce qui ressemble à un garage de réparation légitime. Ils désossent des motos et des voitures, déplacent les pièces à travers les frontières de l'État, les vendent à des ateliers sans méfiance. Gros argent, risque minimal si personne ne parle, termina Luc. Grand Michel arriva alors, sa silhouette massive remplissant l'embrasure de la porte. Malgré son surnom, il mesurait 1,95 m pour 135 kg de muscles purs. Mais sa voix était douce. « Je viens de passer devant Viper Motors, dit-il. C'est animé ce matin, beaucoup de motos qui vont et viennent. Mais voilà ce qui était bizarre, j'ai reconnu 2 de ces motos. Elles ont été signalées volées dans 3 comtés différents le mois dernier. » Luc se leva, arpentant le petit bureau. Son équipe le regarda réfléchir. Ils avaient appris, il y a des années, à le laisser résoudre les problèmes à sa manière. Vincent a retrouvé Élodie, dit finalement Luc. Probablement par pure malchance, quelqu'un l'a reconnue ou elle n'a pas été assez prudente. Maintenant, il est de retour dans sa vie et il envoie un message « Tais-toi ou sinon ». Alors on y va et on lui apprend ce que « ou sinon » veut vraiment dire, dit Rico en faisant craquer ses doigts. Non. Ils regardèrent tous Luc avec surprise. « Patron, on ne peut pas laisser, » commença Léo. « On ne laisse rien passer, » l'interrompit Luc. Sa voix était calme, mais il y avait de l'acier en dessous. « Mais réfléchissez, Vincent s'attend à ce qu'on l'affronte avec les poings. C'est ce que les types comme lui comprennent. On débarque à son garage, on balance quelques coups, on gagne peut-être, on perd peut-être, et après il revient plus fort, amène plus de gars, ça dégénère, des gens sont blessés. Peut-être qu'Élodie est blessée dans la fusillade. » Il se tourna pour leur faire face. « On ne joue pas selon ces règles, on joue intelligemment. » Il désigna les papiers éparpillés sur le bureau. Morrison dit que les fédéraux ont besoin de preuves. On va leur en donner. On va exposer chaque opération illégale de Vincent. On va démolir son empire pièce par pièce jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus rien pour revenir. Et Élodie reste en sécurité parce que Vincent sera trop occupé avec les flics pour penser à elle, dit Léo, la compréhension naissant dans ses yeux. Exactement, dit Luc en ramassant le dossier. On la protège en le rendant insignifiant. Rico siffla doucement. C'est froid, patron. J'aime ça. C'est stratégique, corrigea Luc. Et ça marche, il regarda chacun d'eux. On fait de la surveillance, on documente tout, on monte un dossier que les fédéraux ne pourront pas ignorer, et on s'assure que le nom d'Élodie n'apparaisse jamais nulle part. Ça prendra combien de temps, demanda Grand Michel. Luc sourit sombrement. Le temps qu'il faudra. On a le temps. Vincent ne le sait pas encore, mais il le saura. L'appartement d'Élodie était au 3e étage d'un immeuble qui avait connu des jours meilleurs. Peinture écaillée, un interphone cassé, le genre d'endroit où personne ne posait de questions et où le loyer se payait toujours en espèces. Sûre, avait-elle pensé en emménageant il y a 3 ans. Anonyme, elle s'était trompée. 2 jours s'étaient écoulés depuis cette nuit au dîner, 2 jours à regarder par-dessus son épaule, 2 jours où les mots de Vincent résonnaient dans sa tête. « Je t'ai trouvé une fois, je te trouverai toujours ». Elle s'était déclarée malade au travail, ce qu'elle ne faisait jamais. Tom avait compris sans poser de questions. « Prends tout le temps qu'il te faut », avait-il dit doucement. C'était un homme bon, l'un des rares. Maintenant, Élodie était assise sur son canapé usé, fixant son téléphone. La carte de visite était posée sur la table basse, juste un nom,
et un numéro, Luc 555 147. Elle l'avait prise 100 fois, reposée 100 fois. Que dirait-elle? Aidez-moi. J'ai peur. Elle avait déjà essayé la police. Ils avaient été compatissants, avaient rempli des rapports, émis une ordonnance restrictive qui n'avait plus rien signifié dès que Vincent avait décidé qu'elle ne signifiait plus rien. On frappa à la porte la faisant sursauter. Le cœur d'Élodie battait la chamade. Elle se déplaça silencieusement jusqu'à l'œilleton, sa mauvaise jambe lui lançant. C'était pire quand elle était stressée. La vieille blessure se réveillant comme un rappel de la nuit où elle avait finalement quitté Vincent. Le couloir était vide. Elle attendit une minute entière avant de déverrouiller la porte et de l'ouvrir avec précaution. Rien, juste la moquette tachée habituelle et le néon clignotant. Puis elle baissa les yeux. Une boîte en carton était sur son paillasson, marron, sans inscription. Une enveloppe blanche reposait dessus. Élodie jeta un coup d'œil dans le couloir, toujours vide. Elle attrapa rapidement la boîte et se retira à l'intérieur, verrouillant la porte derrière elle. Ses mains tremblaient en ouvrant l'enveloppe. La note à l'intérieur était écrite en lettres capitales soignées. « Vous êtes en sécurité maintenant. » Elle, 4 mots, simples, impossibles. Élodie ouvrit la boîte avec des doigts de tremblant. À l'intérieur, enveloppée dans du papier de soie, se trouvait une paire de chaussures. Pas n'importe quelle chaussure. Des chaussures de marche orthopédiques, du genre chair avec un bon soutien de la voûte plantaire et des semelles rembourrées. Noires, professionnelles, sa taille exacte. Une petite étiquette était attachée. Pour les longs services, quelque chose se brisa dans la poitrine d'Élodie. Elle s'assit sur le sol, tenant les chaussures, et pleura. Pas de peur cette fois, mais d'autre chose. Quelque chose dont elle avait presque oublié l'existence. Une gentillesse offerte sans rien demander en retour. Elle pleura jusqu'à ne plus avoir de larmes. Puis elle mit les chaussures. Elle lui allait parfaitement. Quand elle se leva et fit quelques pas, sa jambe ne protesta pas. Le soutien était exactement là où elle en avait besoin. Comment avait-il su? Élodie se dirigea vers la fenêtre, essuyant ses yeux. Son appartement donnait sur la rue, une route tranquille avec une laverie, un prêteur sur gage, fermé, et un petit parking. Elle écarta légèrement le rideau. 3 motos étaient garées de l'autre côté de la rue, leur chrome brillant même sous le ciel couvert. 2 hommes étaient penchés sur l'une des motos, semblant ajuster quelque chose. Outils étalés, décontractés, naturels, sauf qu'Élodie reconnut les vestes en cuir. La façon dont un homme, Léo, pensa-t-elle, levait constamment les yeux vers son immeuble. La façon dont un autre gardait la main près de sa poche, prêt. Il surveillait, protégeait. Son premier instinct fut la panique. Ce sont des étrangers, tu ne les connais pas. Mais alors même que la pensée se formait, elle réalisa qu'elle savait quelque chose d'important. Il l'avait vu au plus bas et n'avait rien exigé. N'avait pas jugé, avait juste laissé une carte et était parti. Et maintenant, ils étaient là, montant la garde sans rien demander en retour. Élodie laissa le rideau retomber. Elle aurait dû se sentir violée, observée. Au lieu de cela, pour la première fois en 2 jours, ses épaules se détendirent. Sa respiration se calma. Elle se dirigea vers son canapé et reprit la carte de Luc. Cette fois, elle enregistra le numéro dans son téléphone. N'appela pas, l'enregistra juste, une bouée de sauvetage si elle en avait besoin. Cette nuit-là, elle dormit mieux qu'elle ne l'avait fait depuis des semaines. Le lendemain matin, Élodie se réveilla au son de la pluie contre sa fenêtre. Elle se fit un café, un instantané bon marché, mais il était chaud, et se dirigea vers sa place habituelle près de la fenêtre. Les motos étaient toujours là, des hommes différents cette fois. Un homme immense qui semblait pourtant doux, Grand Michel, apprit-elle plus tard, et un autre au visage balafré qui vérifiait constamment son téléphone. Elle les observa pendant 20 minutes, ils ne regardèrent jamais directement sa fenêtre, mais elle savait qu'ils savaient qu'elle était là. C'était une danse, une entente. Élodie prit une décision. Elle s'habilla, enfilant ses nouvelles chaussures, prit sa veste, descendit et sortit par la porte d'entrée. La pluie avait cessé, laissant une odeur de propre et de neuf. Les hommes de l'autre côté de la rue se raidirent légèrement à son apparition, mais ne bougèrent pas. Élodie se rendit à l'épicerie du coin, à un pâté de maison, acheta du lait et du pain, des choses normales. Les hommes restèrent où ils étaient, mais elle sentit leur attention la suivre. Protectrice, pas prédatrice. Elle apprenait la différence. Sur le chemin du retour, elle s'arrêta au passage piéton. Puis, sans les regarder directement, elle leva une main dans un petit salut. À peine perceptible, juste une reconnaissance. Après un moment, l'homme immense, Grand Michel,
hocha la tête une fois. Élodie retourna à son immeuble, son boitillement à peine visible dans ses nouvelles chaussures. En montant les escaliers vers son appartement, elle réalisa qu'elle souriait, vraiment souriait. À l'intérieur, elle prit son téléphone et tapa un message au numéro qu'elle avait enregistré. Merci pour les chaussures et pour tout le reste. Elle l'envoya avant de pouvoir changer d'avis. La réponse arriva 3 minutes plus tard. De rien, on ne bouge pas d'ici. Élodie le lut 2 fois, puis posa son téléphone. Elle se dirigea vers la fenêtre et ouvrit complètement les rideaux cette fois. Laissa entrer la lumière. Se laissa voir. De l'autre côté de la rue, l'un des hommes lui fit un discret pouce levé. Elle rit. Rit vraiment. Pour la première fois depuis une éternité. L'entrepôt de Pike Street était abandonné depuis 6 ans, selon les registres du comté. Vide. Oublié. Un bâtiment fantôme dans un quartier de bâtiments fantômes. Sauf qu'il n'était pas vide. Luc était accroupi sur le toit du bâtiment adjacent, des jumelles à vision nocturne pressées contre ses yeux. En bas, dans l'entrepôt supposément abandonné, des lumières brillaient derrière des fenêtres occultées. Des véhicules entraient et sortaient par une entrée latérale soigneusement cachée de la route principale. « Compte », murmura Léo à côté de lui, 4 motos dans la dernière heure, 2 camions, tous affiliés au Vipère. Luc baissa les jumelles et regarde la sécurité. Des caméras à chaque coin, des détecteurs de mouvement sur les portes, une rotation des gardes toutes les 30 minutes. Ce n'était pas juste un entrepôt de stockage, c'était une forteresse. C'est beaucoup de protection pour un bâtiment vide, observa Léo. Parce qu'il ne s'agit pas de ce qu'il y a à l'intérieur maintenant, dit Luc lentement. Il s'agit de ce qui transite par ici. Ils surveillaient Viper Motors depuis 5 jours. Ce qu'ils avaient découvert était plus sophistiqué que prévu. Le garage était légitime, à peine, faisant juste assez de vrai travail pour maintenir la couverture. Mais la véritable opération se déroulait à travers 3 autres endroits cet entrepôt, un complexe de garde-meubles dans l'est de la ville et un atelier de peinture près de la limite du comté. Un réseau soigneusement construit, presque invisible. Presque. Rico, tu es en position, Luc parla doucement dans sa radio. Affirmatif. J'ai les yeux sur le quai de chargement, crépita la voix de Rico. Il déplace quelque chose de gros ce soir. Je viens de voir arriver un plateau avec ce qui ressemble à des cadres de moto. Au moins 20. Fais des images, ordonna Luc. De tout. La voix de Grand Michel suivit. Patron, je suis à l'atelier de peinture. Ils sont en train de repeindre une Ducati. Le numéro de série d'origine est encore visible. Il correspond à celui signalé volé à Columbus il y a 3 semaines. Luc sourit sombrement. Documente-le. Assure-toi que les numéros de série soient clairs. C'était le schéma qu'ils avaient redécouvert. L'équipe de Vincent volait des motos et des voitures haut de gamme dans plusieurs états, les amenait à l'entrepôt pour le démontage, déplaçait les pièces vers les garde-meubles, repeignait les cadres de valeur à l'atelier de peinture avec de nouvelles couleurs et de faux documents, puis vendait le tout par des canaux apparemment légitimes, y compris leur propre garage. Brillant, rentable, complètement illégal. Et ils étaient sur le point de tout faire s'effondrer. Léo, le drone était prêt, demanda Luc. Léo brandit un petit quadricoptère à peine plus grand que sa main, modifié par mes soins, silencieux, caméra infrarouge, suivi GPS, totalement intraçable. Envoie-le. Le drone s'éleva dans le ciel nocturne, invisible et silencieux. Sur la tablette de Léo, des images thermiques apparurent. Des signatures de chaleur se déplaçant à l'intérieur de l'entrepôt, des gens travaillant, des machines en marche, une opération complète dans ce que les registres publics prétendaient être un bâtiment vide. Magnifique, souffla Léo. C'est tout ce dont les fédéraux ont besoin. Mais Luc n'était pas encore satisfait. Les preuves, c'est une chose. La preuve d'un réseau plus large en est une autre. Il nous faut la connexion, dit-il, entre les 3 sites. Nous devons montrer que ce n'est pas juste un mauvais entrepôt. C'est une opération organisée. Comme par hasard, la voix de Rico crépita. « Patron, j'ai quelque chose. 2 hommes viennent de charger un camion avec des pièces. J'ai vérifié les plaques. Le camion est enregistré au nom d'une société écran. La même société qui possède les garde-meubles que Grand Michel a vérifié la semaine dernière. Et l'atelier de peinture, ajouta Grand Michel. Je viens de vérifier. La même SARL possède les 3 propriétés. C'était ça. Le fil qui reliait tout. Qui possède la SARL, demanda Luc. Léo tapait déjà sur sa tablette. Recherche en cours. Trouvé. Viper Automotive Holdings. Et l'agent enregistré et... Il marqua une pause. Vincent mal rit. Luc sentit la satisfaction des pièces qui s'emboîtaient parfaitement.
envoie tout à l'inspecteur Morrison, chaque photo, chaque vidéo, chaque document, et fais des copies pour les chaînes de télévision, les 3 grands réseaux. Patron, tu es sûr? Léo semblait incertain. Les nouvelles pourraient compliquer les choses, rendre Vincent méfiant. C'est le but, dit Luc. On ne se contente pas de le faire tomber. On s'assure que tout le monde sache ce qu'il a fait. Pas d'ombre, où se cacher cette fois. Au cours de l'heure suivante, ils exécutèrent le plan avec précision. Comptes email anonymes, téléchargements intraçables, tuyaux soigneusement formulés qui fournissaient juste assez d'informations sans révéler leur source. À l'inspecteur Morrison, vérifier l'entrepôt de Pike Street. Casse clandestine active. Imagerie thermique jointe. À la chaîne 7 News. Vaste réseau de vols opérant dans la zone industrielle. Preuves jointes. Plus à venir. À l'unité de cybercriminalité du FBI, opération de vol de véhicules inter-États, documentation des ventes à travers les frontières, numéro de série inclus, chaque message envoyé depuis des lieux différents, des appareils différents, rien qui ne puisse remonter jusqu'à eux, rien qui ne mentionne Élodie. Luc avait appris quelque chose d'important au fil des ans à la tête des Faucons d'Acier. Il y avait plus d'une façon de gagner un combat. Parfois, le coup le plus malin n'était pas de donner le premier coup de poing. C'était de s'assurer que votre adversaire ne puisse plus en donner du tout. C'est fait, dit finalement Léo, en fermant son ordinateur portable. Tout est envoyé. Combien de temps avant que Morrison n'agisse, demanda Grand Michel par radio. D'après ce qu'on lui a donné, 2 heures maximum. Il devra vérifier, obtenir des mandats, se coordonner avec d'autres agences. Luc vérifia sa montre. D'ici vendredi, Viper Motor sera envahi de flics et Vincent sera trop occupé à gérer les retombées pour penser à Élodie. Luc se leva, étirant ses muscles raides. C'est ça le but. On a l'inamadiaron à éliminer la menace sans qu'Élodie ne soit jamais exposée comme témoin. Et s'il découvre que c'était nous, demanda Rico. Luc sourit froidement. On n'a rien fait. On a juste observé et partagé ce qu'on a observé avec les autorités compétentes. Rien d'illégal à ça. Alors qu'ils remballaient leur équipement de surveillance, Luc jeta un dernier regard à l'entrepôt. À l'intérieur, l'équipe de Vincent continuait son travail, ignorant totalement que toute leur opération venait d'être documentée, emballée et livrée à toutes les agences de police susceptibles de s'y intéresser. L'empire bâti sur la peur était sur le point de s'effondrer, et cela se produirait sans qu'un seul coup de poing ne soit échangé. Élodie avait fait une erreur en retournant travailler si tôt. Elle pensait qu'après une semaine, les choses se calmeraient, que Vincent disparaîtrait dans le trou d'où il était sorti. Tom lui avait assuré que les Faucons d'Acier surveillaient toujours qu'elle était en sécurité. Mais en sécurité était un terme relatif. Il était minuit, le 23 octobre, quand elle termina son service. Le dîner était vide, à l'exception de Tom qui comptait la caisse dans le bureau. Élodie sortit les poubelles par la sortie arrière, une habitude, une routine. La ruelle sentait la graisse et le carton détrempé par la pluie. Le couvercle en métal de la benne claqua quand elle le souleva. « Bonsoir, Élodie !» Elle lâcha le sac poubelle. Il se déchira, les ordures se répandant sur le pavé humide. Vincent sortit de derrière un camion de livraison, les mains dans les poches de sa veste. Il avait l'air différent, plus mince, avec des cernes sous les yeux. Sa veste en cuir était ouverte. Pas d'équipe derrière lui, seul. D'une certaine manière, c'était pire. « Vincent !» Sa voix se brisa. « Tu ne peux pas être ici, je veux juste parler. » Il s'approcha et Élodie recula contre le mur de briques. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans son approche. Pas de menace dans sa démarche, juste de l'épuisement. « S'il te plaît, 5 minutes, je vais crier. Tom est à l'intérieur, je sais. » « Je ne suis pas là pour te faire du mal. » Vincent s'arrêta à 2 mètres et dans la faible lumière de la ruelle, Élodie vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. La peur dans ses yeux. « Ma vie est en train de s'effondrer, Élodie. Tout est parti. » « Tant mieux, dit-elle, sa voix plus stable qu'elle ne le sentait. Les flics ont fait une descente au garage il y a 3 jours, ils ont tout saisi. Mes comptes sont gelés, les fédéraux montent un dossier, son rire était amer, quelqu'un a parlé ou quelqu'un a regardé, j'ai des investisseurs qui me menacent, des membres de l'équipe qui s'enfuient, tout est fini. Le cœur d'Élodie battait à tout rompre. Les Faucons d'Acier, ils avaient fait ça, d'une manière ou d'une autre, ils l'avaient vraiment fait. Je ne sais pas ce que tu veux que je te dise, parvint à dire Élodie. Vincent passa une main dans ses cheveux, un geste qu'elle se rappelait de leurs débuts ensemble, avant que tout ne devienne sombre. Je veux que tu saches, Nage, que je suis désolé. Pour tout. Pour la façon dont je t'ai traité, pour être devenu ce que je suis devenu. Élodie le dévisagea. C'était nouveau. Vincent ne s'excusait pas. Vincent n'admettait pas la faiblesse. « Tu m'as cassé la jambe, dit-elle doucement.
Quand j'ai essayé de partir la première fois, tu m'as poussé dans les escaliers, puis tu as dit à l'hôpital que j'étais maladroite. Je sais. Tu m'as terrorisé pendant 2 ans, tu m'as fait avoir peur des ombres. Je sais, sa voix se brisa, et je ne peux pas revenir en arrière. Mais Élodie, je t'aimais, à ma façon tordue, mais je t'aimais. Et quand tu es partie, tout ce qu'il y avait de bon est parti avec toi. Ce n'est pas de l'amour, Vincent, c'est de la possession. Je le sais maintenant. Il fit un pas en avant. Élodie se tendit, mais il tendit simplement ses mains, vides, suppliantes. Je pars, je vais dans le sud, recommencer à zéro. Mais j'avais besoin de te voir avant. Pour te dire que je suis désolé, pour te demander s'il y a une partie de toi qui pourrait un jour... Non, le mot resta en suspens dans l'air froid. Il n'y a aucune partie de moi qui te pardonnera un jour, continua Élodie, sa voix se renforçant. Tu ne m'aimais pas, tu me contrôlais, et j'ai fini d'être contrôlé. Élodie, dit-il, non. Tous les deux se tournèrent. Luc se tenait à l'entrée de la ruelle, sa silhouette en contre-jour sous le lampadaire. Il s'avança lentement, délibérément, ses bottes résonnant sur le pavé humide. Pas d'armes, pas d'équipe. Juste sa présence. La mâchoire de Vincent se crispa. « Ça ne te regarde pas ?»« Si, en fait. » Luc s'arrêta à côté d'Élodie, ne la touchant pas, se tenant juste là. Un mur de force tranquille. Au moment où tu es entré dans cette ruelle, ça m'a concerné. Toi ? Les yeux de Vincent se plissèrent. C'est toi qui surveillais. C'est toi qui as tout balancé aux flics. Non, dit Luc calmement. Les flics ont fait leur travail. On les a juste aidés à voir ce qui était déjà là. Les mains de Vincent se crispèrent en poing. Et pendant un instant, Élodie vit le vieux Vincent refaire surface. La violence, la rage. Mais ensuite, quelque chose changea. Ses épaules s'affaissèrent. Le combat le quitta. « Tu as tout pris », dit Vincent, sa voix creuse. « Tu as tout bâti sur la peur », répondit Luc. Son ton n'était pas triomphant, juste factuel. Le vol, l'intimidation, le contrôle, tu pensais que ça te rendait puissant. Mais la peur est une fondation fragile. Au moment où quelqu'un cesse d'avoir peur, tout s'effondre. Vincent regarda Élodie. « Tu es avec lui maintenant, c'est ça ? » « Je suis avec moi-même, » dit fermement Élodie. « Pour la première fois depuis des années, je suis avec moi-même. Nous, continua Luc, sa voix basse et stable, nous avons bâti notre entreprise sur le respect, sur la confiance, sur le fait d'aider réellement les gens au lieu de les exploiter. Tu sais quelle est la différence ? Vincent, notre fondation ne se fissure pas. J'imagine que tu as gagné alors ?» Les mots de Vincent étaient amers. « Il ne s'agissait pas de gagner, » dit Luc. Il s'agissait de s'assurer qu'elle puisse dormir la nuit sans regarder par-dessus son épaule. « Tu as fait tes choix, maintenant, tu vis avec. » Vincent resta là un long moment regardant entre eux. L'homme qui avait autrefois semblé si grand, si terrifiant, semblait maintenant juste petit, vaincu, humain. « Je pars vraiment, » dit-il finalement. « Ce soir, tu ne me reverras plus jamais. »« Bien, » dit Élodie. Vincent hocha lentement la tête. Il regarda Élodie une dernière fois, non pas avec colère, mais avec quelque chose comme du regret. Puis se tourna et s'éloigna. Ses pas résonnèrent dans la ruelle, s'évanouissant dans la distance. Pas de rugissement de moto, pas de sortie dramatique, juste un homme marchant dans l'obscurité. Parti. Les jambes d'Élodie la lâchèrent. Luc la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol, l'asseyant doucement sur la marche arrière du diner. Elle ne pleurait pas, elle était juste vide, creuse, comme si un poids qu'elle portait depuis des années avait soudainement disparu, la laissant déséquilibrée. « C'est vraiment fini » murmura T.L. Luc s'assit à côté d'elle. « Ouais, c'est fini. Comment as-tu... » « Pour l'instant, respire, c'est tout. » Alors elle le fit, assise dans la ruelle froide avec un étranger qui était devenu son protecteur, et elle respira. Pour la première fois en 3 ans, elle respira librement. Le palais de justice sentait le vieux bois et la justice différée. Élodie était assise dans une petite salle des témoins, les mains jointes sur ses genoux. À travers la vitre sans teint, elle pouvait voir le procureur réviser ses notes. Une inspectrice était assise à côté d'elle, pas Morrison, mais quelqu'un du groupe de travail spécial assemblé spécifiquement pour l'affaire Viper Motors. « Vous vous en sortez très bien ?» dit doucement l'inspectrice Sarah Chan. « N'oubliez pas, ils ne peuvent pas voir votre visage. Votre voix sera modifiée sur l'enregistrement. Vous êtes complètement protégé. » Élodie hocha la tête, mais sa gorge était nouée. Une semaine s'était écoulée depuis le départ de Vincent. Une semaine de gros titres dans les journaux et de reportages télévisés montrant des descentes dans l'entrepôt, l'atelier de peinture, les garde-meubles. Les preuves que les faucons d'acier avaient rassemblées, bien que personne ne sache que c'était d'eux,
avait déclenché une enquête fédérale. Maintenant, Élodie était la dernière pièce, le témoin qui pouvait relier Vincent à tout. « Ils sont prêts ?» dit Chan. Élodie entra dans la salle de déposition. Une caméra était positionnée pour filmer sa silhouette, son visage délibérément maintenu dans l'ombre. Le sténographe judiciaire attendait, les mains prêtes, sur son clavier. « Veuillez décliner votre identité pour le procès verbal », commença le procureur. « Élodie Dubois, son nom légal, le nom qu'elle avait essayé d'enterrer. Mais je me faisais appeler Élodie Vasseur ces 3 dernières années. Et pourquoi avez-vous changé de nom, mademoiselle Dubois ?» Élodie prit une profonde inspiration, puis elle leur raconta tout. Sur son travail au dîner, chez Eddy, sur sa relation avec Vincent sans savoir ce qu'il faisait vraiment, sur le matin où elle a vu des motos volées être déchargées chez Viper Motors, sur les menaces de Vincent quand elle a essayé de partir, l'accident qui lui a cassé la jambe, l'ordonnance restrictive qui ne signifiait rien. Sur sa fuite, sa cachette, sa nouvelle vie, elle parla pendant 2 heures, chaque question répondue, chaque détail documenté. Quand ce fut terminé, Chan la raccompagna par une entrée latérale où Luc attendait dans son camion. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il, il alors qu'Élodie montait. « Je ne sais pas si j'ai aidé, » dit-elle doucement. « Si, tu l'as fait, » dit Luc en démarrant le moteur, « crois-moi. » 3 jours plus tard, les arrestations commencèrent. Élodie regarda les nouvelles depuis l'appartement de Tom. Il avait insisté pour qu'elle reste avec lui et sa femme jusqu'à ce que les choses se calment. Une offre qu'elle avait acceptée avec gratitude. La télévision montrait des images d'agents fédéraux en gilet pare-balles menant des hommes menottés hors de divers endroits. La photo d'identité judiciaire de Vincent Mallery apparut à l'écran. Il avait été arrêté en essayant de passer au Mexique. Le réseau de vol de véhicules inter-États, qui, selon les autorités, est responsable du vol de plus de 15 millions de dollars de véhicules et de pièces, a été démantelé, rapporta la présentatrice. Les procureurs fédéraux affirment avoir suffisamment de preuves pour garantir de longues peines de prison pour toutes les personnes impliquées. La femme de Tom, Maria, serra la main d'Élodie. « C'est fini, ma chérie. 12 membres du club de motards des Vipères Noires font face à des accusations, poursuivit le reportage. Cependant, plusieurs associés sont devenus témoins de l'État en échange de peines réduites, fournissant notamment des informations sur d'autres entreprises criminelles. » Le segment suivant surprit Élodie. Un journaliste se tenait devant l'atelier des Faucons d'Acier. Dans un retournement de situation surprenant, les Faucons d'Acier MC, un club de motards local au passé compliqué, a remporté des contrats municipaux pour fournir des services de réparation automobile aux véhicules de la ville. Le propriétaire de l'atelier, Léo Hayes, affirme que le club a travaillé dur pour légitimer son entreprise. Léo apparut à l'écran, l'air professionnel malgré sa veste en cuir. « Nous sommes clean depuis 8 ans. Nous embauchons des gens qui veulent une seconde chance. Nous croyons en la rédemption par le travail honnête. » Les Faucons ont également annoncé leur intention de s'agrandir, créant 30 nouveaux emplois dans la communauté, poursuivit le journaliste. Et ils embauchent dans un vivier improbable d'anciens associés des Vipères cherchant à quitter la vie de gang. Le téléphone d'Élodie vibra. Un SMS de Luc « Mets la chaîne 4 ». Elle changea de chaîne. Un autre reportage. Celui-ci se concentrait sur l'impact communautaire. 3 anciens mécaniciens des Vipères qui n'étaient modérément au courant des opérations illégales ont trouvé un emploi à l'atelier des Faucons d'Acier, expliqua une autre journaliste. C'est une histoire de réhabilitation plutôt que de vengeance. La caméra montra un jeune homme qu'Élodie reconnaissait vaguement. Il avait été à l'entrepôt mais avait toujours l'air mal à l'aise. Il parla nerveusement. « J'avais juste besoin de travail. Je ne savais pas ce que Vincent faisait vraiment. Quand tout est sorti, j'ai cru que ma vie était finie. Mais les Faucons m'ont donné une chance. Du travail propre, légal. » Luc apparut brièvement à l'écran, déclinant une interview d'un geste poli. Mais Léo parla à nouveau. « Notre fondateur croit que tout le monde mérite une seconde chance s'il est prêt à la saisir. Ces gars veulent te faire le bien. Nous les aidons à le faire. » Élodie sentit les larmes lui monter aux yeux. Il ne s'agissait pas seulement de faire tomber Vincent. Il s'agissait de construire quelque chose de mieux sur les ruines. 2 semaines après les arrestations, Élodie reçut un appel de l'inspectrice Chan. « Le grand jury a rendu des actes d'accusation sur tous les chefs, » dit Chan. « Vincent risque un minimum de 15 à 20 ans. Ses associés acceptent des plaidés coupables. C'est fini, Élodie. Vraiment fini. Et moi, est-ce que je dois témoigner au tribunal? Non. Votre déposition a suffi. Vous pouvez passer à autre chose. Passer à autre chose. 2 mots qui avaient semblé impossibles il y a un mois. Ce soir, là, Élodie retrouva Luc dans un café.
Terrain neutre, loin du dîner, loin de son atelier, juste deux personnes assises l'une en face de l'autre. « Je ne sais pas comment te remercier, dit-elle, tu n'as pas à le faire. Tu m'as rendu ma vie. » Luc secoua la tête. « Nous t'avons juste donné l'espace pour la reconquérir toi-même. C'est toi qui as eu le courage de témoigner. C'est toi qui as survécu. » Élodie sourit, un vrai sourire qui atteignit ses yeux. « Et maintenant, tout ce que tu veux. Tu es libre, Élodie, vraiment libre. » Elle pensa à cette liberté. Ne pas fuir, ne pas se cacher, juste vivre. « Je crois que j'aimerais rester, dit-elle, au dîner, en ville. Peut-être apprendre à connaître les gens qui m'ont aidé. » Les yeux de Luc se plissèrent en un sourire. Ça nous plairait. Dehors, le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'orange et d'or. Un nouveau jour se terminait, une nouvelle vie commençait. L'enseigne fut installée un mardi matin de novembre 2024. Élodie se tenait sur le parking, les mains sur les hanches, regardant deux ouvriers fixer les nouvelles lettres au néon sur la façade du bâtiment. L'ancienne enseigne, le relais de Betty avec la moitié des lettres éteintes et l'apostrophe manquante, avait été retiré la semaine précédente. La nouvelle enseigne brillait d'une lueur chaude et dorée, même en plein jour, l'auréole rouillée. « Tu es sûr de ça ?» demanda Tom en s'approchant d'elle. Il l'avait officiellement faite copropriétaire la semaine dernière. Il disait qu'elle l'avait mérité en maintenant l'endroit à flot alors qu'il songeait à abandonner. « J'en suis sûr, dit Élodie. Nouveau nom, nouveau départ. » Les 2 dernières semaines avaient été un tourbillon. L'argent de l'assurance pour les dégâts d'un incendie qu'ils avaient de réparer des années auparavant était enfin arrivé après un audit déclenché par l'enquête fédérale. Il s'est avéré que le cousin de Vincent avait été l'expert qui avait retardé le paiement. Avec cet argent et un petit prêt commercial, ils avaient rénové. Nouvelle banquette au vinyle intact, sol refait, un jukebox fonctionnel avec des chansons de toutes les décennies, de la peinture fraîche sur les murs, une couleur crème chaude qui rendait tout plus lumineux. La cuisine avait de nouveaux équipements. Le café était maintenant vraiment bon. Mais plus que ça, l'endroit semblait différent, plus sûr, comme si les fantômes avaient été exorcisés. La clochette au-dessus de la porte tinta. Nouvelles clochettes sont plus claires. Et les premiers clients de la soirée commencèrent à arriver. Des habitués qui étaient restés avec eux malgré tout, de nouveaux visages, attirés par l'article dans le journal local, un dîner local renaît des cendres du crime organisé. Élodie avait détesté ce titre, mais Tom l'avait quand même encadré, l'avait accroché dans le bureau du fond, comme un rappel. À 17h, le coup de feu du dîner battait son plein. Élodie se déplaçait entre les tables avec une aisance consommée. Son boitillement à peine perceptible maintenant. Les chaussures orthopédiques aidaient, mais plus que ça, elle ne portait plus le poids de la peur. Son corps s'était souvenu comment bouger librement. Elle remplissait le café pour une famille de 4 personnes quand elle les entendit. Le grondement distinctif des moteurs de moto, par la fenêtre, elle regarda 12 motos entrer sur le parking en formation parfaite. Les faucons d'acier, leur chrome brillant dans la lumière dorée du soir. Ils descendirent à l'unisson, retirèrent leurs casques et se dirigèrent vers l'entrée comme s'ils avaient en fait ça 1000 fois. Peut-être qu'ils l'avaient fait, pensa Élodie. Peut-être qu'ils protégèrent des gens comme moi depuis des années et que j'avais juste eu la chance de croiser leur chemin. La clochette tinta. Luc entra le premier, son équipe derrière lui. Le dîner ne se tut pas cette fois. Les gens levèrent à peine les yeux. Les faucons étaient devenus une partie de la communauté ces dernières semaines. Respecté, digne de confiance. « Messieurs, dit Élodie, incapable de retenir son sourire. Bienvenue à l'auréole rouillée. Joli nom, dit Léo en souriant. Il y a une histoire derrière. Tout a une histoire, répondit Élodie. Vous voulez les banquettes du fond? Tu nous connais bien, dit Luc. Elle leur apporta du café. Le bon café maintenant, pas la boue brûlée d'avant. Posa les tasses avec des mains stables. Quand elle arriva à la place de Luc, il étudiait l'espace rénové. « Tu as bien fait, dit-il doucement. L'endroit est bien maintenant. On a eu de l'aide, dit Élodie. Quelqu'un nous a donné une seconde chance de voir ce que c'était que la sécurité. Leurs regards se croisèrent. Une entente passa entre eux. Gratitude, respect. Quelque chose de plus profond qu'aucun des deux n'était encore prêt à nommer. Alors qu'Élodie se tournait pour prendre la commande d'une autre table, Luc plongea la main dans la poche de sa veste. Il en sortit un petit objet et le posa à côté de sa tasse de café. Un porte-clés en argent brossé, en forme de plume, avec des détails surprenants. Un seul mot gravé le long de la tige Liberté. Élodie finit avec l'autre table et revint. Elle prit le porte-clés, sentant son poids. «
Qu'est-ce que c'est demanda T&L. Pour quand tu seras prête à rouler, dit simplement Luc. Élodie eut le souffle coupé. Le porte-clés ressemblait à une promesse, à une possibilité, à tout ce qu'elle avait eu trop peur de désirer. « Je ne sais pas conduire une moto, dit-elle, sa voix douce. C'est à ça que servent les leçons. » Le sourire de Luc était doux. Pas de pression, pas de délai. Juste quand tu seras prête. Si tu es prête. Élodie ferma ses doigts autour du porte-clés. À travers la fenêtre, le soleil se couchait, peignant tout de nuances ambrées et roses. Le monde semblait différent maintenant, ouvert, plein de routes qu'elle n'avait jamais osé emprunter. « Merci, murmura T&L, pour tout. » Luc hocha la tête. « C'est toi qui as fait le plus dur. Tu as survécu, tu as témoigné, tu as reconstruit. On s'est juste assuré que tu aies l'espace pour le faire. » L'équipe finit son café alors que le ciel passait de l'or au violet. Quand ils se levèrent pour partir, chaque homme adressa un signe de tête respectueux à Élodie. Léo lui serra l'épaule, Grand Michel lui fit un sourire doux, Rico lui fit un salut imaginaire. Ils sortirent en file indienne et les moteurs rugirent à la vie un par un. Élodie se dirigea vers l'entrée, le porte-clés serré dans sa paume. Elle regarda les faucons d'acier s'engager sur l'autoroute, leur feu arrière devenant de plus en plus petit dans le crépuscule. Luc fut le dernier à partir. Avant de s'éloigner, il regarda en arrière, vers le dîner, vers Élodie debout dans l'embrasure de sa nouvelle vie, et leva une main en guise d'adieu. Élodie leva la sienne en retour. Alors que le bruit de son moteur s'évanouissait au loin, elle sentit quelque chose d'humide sur sa joue. Elle le toucha, surprise de trouver des larmes. Mais ce n'étaient pas des larmes de peur ou de tristesse. C'était tout autre chose, soulagement, gratitude, espoir. Elle baissa les yeux sur le porte-clés en forme de plume dans sa main. Traça du pouce le mot gravé. Liberté. Peut-être qu'elle apprendrait à conduire. Peut-être qu'elle appellerait Luc la semaine prochaine et accepterait ses leçons. Ou peut-être qu'elle garderait simplement le porte-clés comme un rappel qu'elle pouvait le faire si elle le voulait. Le choix lui appartenait désormais et c'est ça qui changeait tout. Élodie resta là alors que la dernière lumière s'estompait dans le ciel, un demi-sourire aux lèvres, regardant l'horizon où les faucons avaient disparu. Derrière elle, le dîner brillait, chaleureux et accueillant, l'auréole rouillée, un lieu de renaissance. Elle glissa le porte-clés dans sa poche, se tourna et rentra à l'intérieur. Vers sa vie, vers son avenir, vers la liberté, fin.